Merci pour votre hospitalité, puis merci d'être venus si nombreux, c'est assez chaleureux, et puis le soleil se lève, donc tout est bien. Euh, alors, une précision, si vous voulez aller sur mon site, ce qui peut intéresser les étudiants, c'est que vous verrez qu'il y a un espace étudiant. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, trouver les textes que j'envoie à mes étudiants avant les cours et avant les séminaires. Ça peut donc vous intéresser d'avoir des textes sélectionnés, si vous voulez. Parce que le prof fait le boulot. Il lit tout le bouquin et puis il sélectionne quelques textes. Comme ça vous permet à vous de commencer par le centre et puis après d'aller à la périphérie. Hein, voilà, c'est ça qui peut éventuellement vous intéresser. D'autre part, notre précision, le master que nous faisons à Paris 12 s'appelle Master d'éthique publique et nous fonctionnons en particulier avec l'École nationale de la magistrature d'un côté et l'hôpital Henri Mondor de l'autre, puisque c'est Créteil. Voilà, simplement pour vous situer ce qu'on appelle les bassins culturels, les pôles, les activités. Donc alors, aujourd'hui, je vais répondre, alors je vous en avertis, en philosophe, hein, parce que j'ai vu tous les titres des gens qui viennent vous voir, c'est plutôt des scientifiques. Donc moi, c'est en philosophe que je vais aborder la question. Alors je vais vous dire ce que j'ai l'intention de vous dire, parce que si j'arrive pas au bout, vous saurez que j'avais une intention. En première partie, je vais vous rappeler, si vous le voulez bien, quelles sont les théories de la responsabilité qui ont été liées à des théories de la science avant l'époque contemporaine. Parce que ça fait partie de notre culture et puis ça agit toujours sur nous et ce sont toujours des attentes que nous avons envers le savoir et puis ça nous remettra la même culture en mémoire. Ensuite, évidemment, j'examinerai la nouveauté du problème de la responsabilité du chercheur dans le cadre de l'époque contemporaine. Ça nous fera arriver, évidemment, au conflit entre deux responsabilités. Un conflit entre deux responsabilités dont les conséquences, ce sera le point suivant, peuvent avoir des effets assez soit délétères, comme ce sera à vous d'en juger, parce que nous vivons la même époque et c'est vous qui la porterez après moi, hein, sur l'humanisme. Vous verrez les perturbations, les turbulences, comme on dit dans les avions, les turbulences qui existent sur l'humanisme. Et je terminerai évidemment par le plus important, ce qui donnera lieu à la discussion, la thèse d'un sociologue allemand qui consiste à dire, voilà, aujourd'hui, il faut considérer la science comme un produit social, et par conséquent, elle a besoin d'une nouvelle légitimité, et cette légitimité est citoyenne. Voilà, là c'est vraiment mon sujet. Hein. Cette légitimité est citoyenne, d'où la nécessité, en quelque sorte, d'une formation des citoyens. Alors, pas formation hautement technique, évidemment, hautement technologique, mais formation, on aura l'occasion d'en parler, au fond un peu interdisciplinaire, mais surtout la formation d'un public, si vous voulez. Voilà, hein, ce serait le parcours donc, que je voudrais faire avec vous. Si jamais je n'ai pas le temps, on y reviendra, ou bien vous me direz, tiens, vous avez oublié de faire ça. Alors, prenons, si vous voulez, parce que ça, vous l'avez appris au lycée, donc c'est une culture qu'on a en commun, quelles ont été les représentations de la science et quel type de responsabilité est-ce que la science, l'activité de science et le fait de connaître la science s'est donné. Alors je vous rappelle d'abord celle des Lumières, tout simplement. Hein, à l'époque des Lumières, que veut dire lumière éclairée? Alors ça veut dire que les savoirs, que ce soit des savoirs scientifiques au sens de savoir physique, ou que ce soit des savoirs géographiques, des sciences humaines, si vous voulez, qui n'existent pas encore, mais les savoirs sont là pour éclairer. Éclairer, c'est l'idée d'éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous apprenons comment est fait l'univers, enfin avec l'hypothèse sur la formation de l'univers, quand nous apprenons comment se déplacent les populations dans le monde, etc., le principal, alors c'est là j'ai besoin qu'on change, le but, c'est pas l'efficacité, c'est pas la rentabilité, c'est pas un diplôme, le but non, c'est de comprendre. Ça, je crois qu'il faut vraiment déjà se mettre ça en tête. Le but, c'est de comprendre, parce qu'au moment où on va comprendre, c'est l'esprit des Lumières, hein, ça. Mais cet esprit des Lumières, on en a tellement besoin aujourd'hui qu'on peut le rappeler. Comprendre, qu'est-ce que c'est? C'est sortir des ténèbres, sortir des conditionnements, sortir de tout ce qui fait la quotidienneté. La quotidienneté, à savoir qu'on croit toujours tout savoir et puis tout est résolu d'avance et puis il n'y a pas de question à se poser, de toute façon on est dans un monde qui ne bougera plus. Vous voyez, voilà, tous ces ténèbres-là qui finissent par nous envahir le cerveau et qui lui font perdre toute créativité.
parce qu'on ne s'interroge plus. Et la philosophie des Lumières, c'est savoir, c'est d'abord se libérer du fait qu'on ne savait pas, ou du fait qu'on se croyait savoir. Et c'est cette philosophie, si vous voulez, qui est, si j'ose dire, le projet de la modernité, qui n'est peut-être pas inachevé, si j'ose dire, qui n'est peut-être pas achevé, hein, ce projet de la modernité. Même chose, vous savez que les Lumières se donnent comme proposition, penser par soi-même, ce qui donne le plus souvent chez les étudiants des effets catastrophiques, parce qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire penser par soi-même. Ils se disent, bah, j'ai le droit de tout dire, je vais raconter ma vie. Penser par soi-même au XVIIIe siècle, ça veut dire être libre. Ça veut dire, c'est dur d'être libre, hein, ça veut dire savoir qu'on ne savait pas, savoir qu'on se trompait. Ça commence, si vous voulez, c'est par là que commence la liberté, c'est reconnaître qu'on ne savait pas. Et c'est ça, penser par soi-même, c'est avoir le courage de dire, mais ce que je pense, c'est tout faux. Il faudrait peut-être que je commence à me renseigner. Voilà. Si vous voulez, un esprit libre peut s'auto-critiquer. Et c'est ce que donne le travail de la science. Parce que la science nous apprend qu'on ne savait pas. Que ce qu'on prenait pour des savoirs, les habitudes, les coutumes, les quotidiennetés, etc., ce n'est pas à savoir. Vous voyez, un esprit libre peut s'auto-critiquer, alors qu'un esprit esclave se contente de changer de maître. Et ça, ce changement de maître, c'est-à-dire changer de gourou, changer de doctrine, changer de commandement, changer d'idéologie, mais c'est toujours obéir. Alors qu'un esprit libre, c'est celui qui se dit, mais à partir du moment où je me pose la question de savoir, Darwin, ça commence comment? Je suis libre, parce que je m'interroge moi-même en première personne. Personne ne se met à ma place. Voilà, vous avez donc, avec la philosophie des Lumières, une certaine philosophie de la science qui consiste au fond à créer un public intelligent, parce qu'il va être capable de s'instruire lui-même sans subir les savoirs, qu'on va lui imposer. Voilà donc la première rappel que je voulais faire avec vous, parce que, si vous voulez, science ne veut pas simplement dire, comme aujourd'hui, performance et diplôme vite fait. Deuxième... il y a une phrase d'un sociologue, philosophe américain qui parle des étudiants américains d'une façon absolument drôle. Il dit, il faudra que je la retrouve cette phrase, mais elle est vraiment très drôle. Ils cherchent des diplômes sécurisés. Enfin, voilà, ils se conditionnent, ils se mettent dans un chemin pour pas bouger. Vous voyez cette idée. Alors, après cette philosophie donc, des Lumières, qui est donc une philosophie en quelque sorte de l'initiation, chacun peut devenir un initiateur en matière de science, il peut commencer par lui-même la recherche, arrive l'âge que ceux qui ont mon âge ont connu, de ce qu'on appellera le positivisme. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la grande époque, si vous voulez, de la formation de l'école républicaine. C'est l'époque des Paul Bert, des Jules Ferry. Ce sont des gens qui ont une conception de la science comme la discipline qui ne se trompe jamais. Ça nous vient d'Auguste Comte. Hein. La science va nous donner toutes les réponses. Et la science, d'abord, sa responsabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de nous structurer mentalement. Il faut nous délivrer des curés, nous délivrer de la métaphysique, nous délivrer de toutes les croyances. La science fait ce travail et elle structure nos esprits. C'est une science qui fabrique des petits citoyens, et elle les fabriquait bien de façon égalitaire, hein, à l'école, puisque la première église, c'est l'école. Hein, et à l'école, on apprend quoi? La science. Le savoir de l'instituteur, qui est le savoir en soi, le savoir de la République. Vous avez donc une foi formidable dans la science. Hein. La science, elle se sépare, si vous voulez, de la religion, elle se sépare des croyances, elle se sépare de toute métaphysique, elle fait de l'expérimentation avec courage et obstination, et un jour, elle va percer tous les secrets de l'univers. Hein. Donc vous avez cette responsabilité structurante sociale. Hein, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, mais je vous dis, les gens qui ont mon âge ont connu ça. Hein, les institutrices un peu carrées, quoi. Alors, le problème, évidemment, de cette philosophie de la science, c'est qu'elle est un petit peu dogmatique.
Hein, c'est une conception dogmatique, la science a raison, la science ne se trompe jamais, qui peut avoir des effets terribles à l'âge, si vous voulez, de l'industrialisation de masse. Et ces effets terribles, c'est par exemple, je prends des repères extrêmement massifs, ne m'en veuillez pas, mais bon, je veux dire que c'est des repères massifs, voilà, je m'en excuse. Lorsque, par exemple, vous avez une philosophie raciale ou racialiste comme celle des penseurs qui ont pensé la doctrine hitlérienne, c'était de la science. On disait, c'est la science. La science, c'est, il y a des races, et ces races se font la guerre, et les races supérieures l'emporteront sur les races inférieures. C'était de la science. Donc ça se respectait comme une science. Même chose avec la philosophie de la lutte des classes, c'est normal, la dernière classe, elle va gagner, elle a tous les droits, elle peut supprimer toutes les autres. Et vous avez alors vous avez deux totalitarismes, vous avez parfaitement compris. Vous voyez, vous avez cette philosophie de la science qui finit par créer une foi naïve dans la scientificité. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On se rapproche de chez nous. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? Et vous avez une autre théorie, une autre philosophie de la science qui apparaît dans les années d'après-guerre essentiellement, et qui est la philosophie critique de la science. Donc, ceux qui l'ont un petit peu étudié savent que c'est Karl Popper qui est en règle générale le principal personnage qui pense ces choses-là. Et Karl Popper est absolument effrayé, il a été marxiste, il a étudié la psychanalyse et il se dit mais c'est terrible ce qu'on peut faire de la science. On peut effectivement, en quelque sorte, enténébrer les esprits avec une science qui en fait n'est qu'un dogme qui s'impose comme une idéologie. La science peut tout simplement se mettre au service d'une idéologie dominante. Et à partir de ce moment-là, c'est le recul critique qui arrive. Vous voyez, la science, qu'est-ce que c'est? C'est que des hypothèses. C'est la thèse de Popper. La science, c'est un ensemble d'hypothèses. Et le critère de scientificité, c'est pas je sais tout, toujours, c'est, et si vous écoutez les scientifiques, vous les entendez, vous dites, je sais pas. Le critère de la scientificité, c'est d'abord je sais pas. Je fais des hypothèses, mais elles sont, alors voilà le mot-clé, faillibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est très important pour l'esprit scientifique, je crois. Ça veut dire qu'un vrai savant, c'est pas celui qui cherche à avoir toujours raison, c'est celui qui sait qu'on peut le contredire. C'est la faillibilité, si vous voulez, de son savoir. Son savoir est, premièrement, faillible. En d'autres termes, il n'est qu'une hypothèse qui est valable tant qu'une autre hypothèse ne vient pas la contredire. Donc vous voyez, l'esprit scientifique est un esprit ouvert. Hein, c'est un esprit ouvert qui est prêt à accepter la critique et le fait que non, la thèse que tu défends, elle n'est valable que dans cette circonstance-là, mais là, elle n'est plus valable. D'accord, hein, donc vous avez tout à fait compris. Ça va donner dans les sciences humaines, alors là on se rapproche de vous, ça va donner dans les sciences humaines toute une philosophie que l'on a appelée la déconstruction. Hein, la déconstruction, c'est-à-dire que les sociologues, les psychologues, les psychanalystes, les linguistes vont s'attacher à faire le contraire de la génération d'avant, c'est-à-dire que la génération d'avant voulait avoir raison, trouver la vérité, la posséder, la mettre en mots, la mettre en formule. Eux, ils vont faire tout le contraire. Ils vont soupçonner le pouvoir d'être toujours quelque chose qui va servir de la science au profit du pouvoir. Donc, ils vont déconstruire, désaliéner, déniaiser. Vous voyez, ça va être uniquement critique. Vous avez l'époque des Foucault. Hein, Foucault qui dit « Oh là là, la République, bien sûr, c'était la République, mais c'était surtout un esprit disciplinaire, un formatage des esprits, une manière d'homogénéiser, d'uniformiser les esprits. » Voilà, vous voyez, tout ce qu'on avait adoré, on va le brûler. Hein. Et quelle est la tâche qui est fixée pour la science? C'est essentiellement prendre le recul critique, empêcher d'adhérer. Il ne faut pas y croire. Surtout, ne soyez pas victime de ce qu'on vous dira. Alors, ça a eu un effet, alors bon, c'est ce qu'on appelle déconstruction, je crois que vous avez compris. Ça a pu avoir un effet que les jeunes aujourd'hui peuvent apprécier ou ne pas apprécier, qui est, on arrive quand même à un certain excès de ce que j'appellerais relativisme. Ouais, on se méfie tellement qu'on ne sait pas si ça vaut, on ne sait pas si c'est vrai. Vous voyez, il y a une espèce de dubitativité, de mettre tout en doute.
au fond, les valeurs, oui, bon, oh, j'en sais rien, qui finit par tomber dans un certain relativisme tellement exacerbé que ça risque de tomber dans un certain nihilisme. Hein. J'y crois pas, je crois à rien, de toute façon, non, non. Non. Plutôt, voilà, vous avez cette philosophie, à tel point que certains managers aujourd'hui, ou certains sociologues du management disent, au fond, nous sommes dans un monde où il n'y a plus qu'une seule certitude, le narcissisme. Le narcissisme, ce que je suis en train de faire, ce que j'aime et ce que je veux faire, c'est la seule sécurité qui me soit donnée dans la vie. Vous voyez, voilà, cette extrême déliquescence, finalement. Alors, arrivons à aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, ces philosophies ne sont pas mortes. Il reste toujours dans la responsabilité de la science d'empêcher que la science soit prise pour une idéologie. C'est très, très important. Il reste toujours dans la responsabilité de la science faire que le fait que la science fasse des esprits libres et non pas des esprits asservis. Voilà, ça n'est pas mort tout cela. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a une certaine nouveauté de la question de la responsabilité scientifique pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est évidemment l'hyperpuissance acquise par ce qu'on appelle aujourd'hui la technoscience. Hein, une hyperpuissance qui fait que nous avons les moyens, enfin l'espèce humaine a les moyens de détruire la planète, de se détruire elle-même. Évidemment, c'est un degré, une échelle de puissance tout à fait inouïe. Hein, ce qui fait évidemment dire que la science ne rassure plus, mais elle inquiète. Hein. La science, donc. Et le deuxième phénomène que vous connaissez aussi bien que moi d'ailleurs, c'est le fait que les biotechnologies permettent de modifier la vie, permettent de modifier le vivant, hein, d'agir sur le génome. Et par conséquent, c'est là encore un pouvoir absolument extraordinaire dont on ne sait absolument pas où il va et qui heurte de front des convictions morales ou bien des convictions spirituelles ou tout simplement des convictions humanistes. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre phénomène qui caractérise la science contemporaine ? Bon, j'essaie de mettre là le fait qu'il y ait une rupture. Hein, il n'y a pas simplement une continuité, une rupture. Le fait que la science s'est désolidarisée volontairement de l'éthique. Alors, je fais appel ici au généticien Jacques Monod, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça avait été tout à fait étonnant dans les années 60. Il avait écrit un livre, Le hasard et la nécessité. Ça avait été un best-seller. C'est rare quand même qu'un ouvrage scientifique soit un best-seller. Hein, c'est pas un roman. Hein. Mais c'est un signe des temps. Et donc, lorsqu'il est entré au Collège de France, il a expliqué que l'accord classique qui existait entre l'éthique et la science, celle que nous avons tous appris à l'école avec Pasteur, la figure de Pasteur. Tout le monde a appris la figure de Pasteur. Pasteur qui fait des recherches et qui va sauver le petit garçon qui est malade de la rage, qui a été mordu par un chien. Donc, vous voyez, Pasteur, c'est le symbole de la science qui travaille avec la société, qui travaille avec l'éthique. Eh bien, Jacques Monod dit ouvertement, clairement, que ça, c'est fini. Hein, que ça, c'est fini. Et que la science, désormais, a son éthique propre à elle. Et que cette éthique propre à elle, c'est d'avancer dans le savoir. C'est son propre succès. Hein, la science a elle-même pour but son succès, ses découvertes, sa propre créativité, sa propre inventivité est devenue son domaine. Je vous donne la citation. Le seul but, la valeur suprême, le souverain bien, dans l'éthique de la connaissance, ce n'est pas, avouons-le, le bonheur de l'humanité. C'est la connaissance objective elle-même. Hein, voilà, vous avez ici donc quelque chose qui vous dit carrément que le lien sacré entre science et société, la science n'est pas au service de la société, elle est au service d'elle-même. Là, vous avez une rupture assez claire. Troisième, je ne sais plus où j'en suis, peu importe, critère, disons, qui devient remarquable, c'est évidemment l'alliance, et vous les jeunes, vous êtes totalement dans cette sphère de réflexion et de pensée,
c'est l'alliance entre l'économie et la science. C'est une alliance maintenant très très forte entre la technoscience et l'économie. C'est ce que l'on appelle, pour généraliser, nous sommes entrés donc dans une culture du savoir qui est en même temps une culture de l'information, d'accord, et que par conséquent, un des théoriciens américains de cette thèse dit « L'essentiel, je cite, est de savoir convertir le savoir en richesse ». C'est clair. Moi, c'est direct. D'accord ? Et vous serez rentables, mes enfants, lorsque vous serez tous parfaitement capables de transformer votre savoir en richesse, soit en richesse télévisuelle, soit en richesse technologique, en richesse biologique, etc., ou en richesse pédagogique. En richesse pédagogique. Alors voilà, ça c'est... Alors, bon, vous avez bien vu, évidemment, que ça peut être un cercle vertueux, puisque ça veut dire effectivement que les fonds vont être donnés à la recherche scientifique parce que ça entraîne un effet positif pour l'économie générale, mais en même temps, l'aspect vicieux, je n'ai pas besoin d'avoir fait de la philosophie pour dire ça, tout le monde peut le dire, l'aspect vicieux, c'est qu'évidemment, il y ait en quelque sorte une mainmise de l'économie sur la recherche scientifique, une espèce de possessivité qui supprimerait évidemment la liberté et l'indépendance du savant. Hein. Alors, pour nous, philosophes, quand je dis nous, c'est nous qui sommes là, hein, il faut comprendre qu'il s'est produit une transformation, avec l'époque contemporaine notamment, du rapport entre la science et la vérité. Hein, c'est l'arrière-plan complet. Hein. Si vous voulez, on n'a pas affaire à la même science que celle dont je vous parlais avant. Sinon, on ne comprendrait pas. On dirait, mais la science qui était si bien il y a 200 ans, pourquoi maintenant c'est ça? Non, il y a une transformation du savoir à la vérité. Je n'en suis pas spécialiste, aussi je vais m'inspirer de personnes qui savent mieux les choses que moi. Traditionnellement, alors ça je sais, traditionnellement on conçoit la vérité comme l'adéquation entre une idée et la réalité. Lorsque vous regardez des films policiers, la vérité, c'est quand le policier découvre les faits. Donc, ce qu'il a dans la tête et ce qui est dans la réalité, c'est pareil, ça colle. Donc, la vérité, c'est de savoir ce qui est. Eh bien, le rapport à la vérité a complètement changé, évidemment, dans les sciences. Pourquoi ? Eh bien, parce que les scientifiques ne regardent plus le monde simplement avec leurs yeux. Ils regardent le monde avec des outils très sophistiqués qui permettent de changer d'échelle, qui permet évidemment un autre rapport au réel, et en particulier à un réel invisible. Alors allons jusqu'au bout, à un réel possible. Le réel maintenant est devenu possible. Et par conséquent, la science ne cherche pas à savoir ce qui est, elle objective ses propres concepts. En d'autres termes, elle crée ses propres objets. Est-ce que c'est un petit peu clair, hein? Alors, je vais citer un professeur qui enseigne au concours HEC, à l'entrée au concours HEC. Ça se donne CCC, Culture et Concours Clarté. Dans certaines sciences contemporaines, la vérité d'une théorie ne se joue plus seulement dans la capacité de prévision des phénomènes naturels, mais encore dans celle de produire, de réaliser matériellement, d'objectiver par l'artifice de technique certains contenus des théories. Vous voyez, la théorie se donne une réalité objective. Hein, comme si ce que vous avez dans la tête, vous allez le faire exister dehors. Ça n'est pas du tout chercher ce qui est. La notion classique d'objectivité est complétée par celle d'objectivation, c'est-à-dire la capacité de produire, de concrétiser la théorie dans des phénomènes matériels. D'accord ? La science défie les limites du réalisme ordinaire. Elle peut mesurer le réel par le possible. Ça, c'est une citation de Bachelard, qui fait encore partie, je pense, des auteurs que vous étudiez, hein, dans une direction inverse de la pensée réaliste. C'est parce que la pensée contemporaine réalise ces concepts sans jamais les trouver tout à fait. Voilà. Alors, donc, vous avez ici quelque chose, évidemment, qui est prodigieux, quoi, absolument. Ça, c'est une révolution culturelle. Hein, c'est une révolution culturelle, c'est que savoir, ce n'est plus simplement savoir ce qui est, hein, ce qui donnait à l'époque de Pythagore même une mystique, hein,
communier avec le monde, communier avec la création du monde. Hein. Savoir, c'est provoquer la nature pour vérifier que les concepts que le savant pense peuvent donner lieu à des réalités nouvelles. Voilà, vous avez cette philosophie. Je vais la reprendre autrement maintenant avec un autre philosophe qui a écrit le livre « Demain, les post-humains ». Donc déjà, ça vous met un petit peu en contact avec du possible. Et il appelle ce principe, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer les textes que j'utilise, parce que ça peut vous faire gagner du temps plutôt que d'aller les chercher. Il appelle ceci le principe de l'immaîtrise. Alors, prenez 2 minutes pour bien comprendre ce que ça veut dire. Avec Descartes, donc, qui est celui qui va donner la philosophie de la science moderne, le propos, c'est de réussir à maîtriser les phénomènes, les prévoir de manière à vivre dans une certaine sécurité. Hein, la science peut nous apporter de la sécurité parce qu'on va pouvoir prévoir les dangers et donc les maîtriser. D'accord ? Eh bien, là, c'est tout à fait l'inverse. La science et la technique, si vous voulez, l'immaîtrise, je cite Beignet, l'immaîtrise est le nouvel idéal régulateur. Et elle implique à terme l'annulation même de l'initiative humaine. Vous voyez dans quel monde vous êtes. Hein. Seule devrait en effet se maintenir, en un premier temps, une activité technique délibérée, consistant seulement à modifier les conditions initiales des systèmes complexes qui seront soumis ensuite à leur dynamique propre. En d'autres termes, ce sont les systèmes d'observation, d'accord, les systèmes d'interrogation de la nature qui pourront maintenant guider le processus, il suffit de changer les paramètres. De là, le physicien Werner von Braun, pardonnez-moi, je ne le connais pas, simplement je prends sa citation parce qu'elle est citée, mais la formule est très belle. La recherche fondamentale, c'est quand je fais ce que j'ignore être en train de faire. La recherche fondamentale, c'est quand je fais ce que j'ignore être en train de faire. En d'autres termes, le tâtonnement, c'est devenu la méthode scientifique. Vous avez quelque chose ici de tout à fait remarquable et vous pourrez dire aussi de tout à fait effrayant. Hein, c'est à la fois remarquable et effrayant. Hein. Alors voilà les mutations, hein, signalées en quelques coups de crayon, les mutations qui marquent évidemment les caractéristiques de la science, de l'esprit scientifique contemporain. Alors maintenant, en arrivant à la responsabilité. Eh bien, la responsabilité, évidemment, elle ne peut pas être simple. Elle ne peut pas être simple, et même dans vos esprits, ça y est déjà, si vous voulez, ce dont je vais parler, il y est déjà, c'est des conflits. Il y a un conflit entre 2 responsabilités. Face à cette puissance de la science, face à cette imprévision, face à cette possibilité ouverte, eh bien, il y a deux responsabilités que je résumerai de la façon suivante, que je simplifierai en disant, d'un côté, responsabilité d'avancer, de l'autre, responsabilité de protéger. Responsabilité de protéger. Parce qu'effectivement, la science permet d'avancer, mais elle peut faire tellement d'effets secondaires délétères qu'il faut protéger en même temps. Ce sont des impératifs contradictoires avec lesquels nous devons vivre. Alors, les techniques d'intervention sur la vie, évidemment, donnent lieu à la crainte de dérives eugéniques, de clonage, de détournement d'identité biologique. Vous imaginez cette nouvelle criminalité, cette nouvelle criminalité qui va pouvoir apparaître. Hein. Alors, quand on songe aux victimes potentielles, c'est-à-dire à ceux qui vont subir, si vous voulez, qui vont subir avec l'échec, eh bien, on pense qu'ils sont vulnérables et donc on a un sentiment de plus grande vulnérabilité aujourd'hui. Hein, d'accord, la vulnérabilité est plus grande parce que on est d'accord, il y a plus de médicaments, mais il y a des effets secondaires non connus. Donc notre vulnérabilité augmente. En même temps que nos chances d'être soignés augmentent, notre vulnérabilité augmente en même temps. Hein, donc vous avez d'un côté le souci de protéger, hein, le souci d'arrêter qu'on aille trop loin, le souci d'empêcher. Vous avez des généticiens hein, qui prennent carrément l'option arrêtons la recherche. D'accord ? Vous avez ces généticiens qui... Mais d'un autre côté,
si nous pouvons souffrir de l'inventivité biotechnologique, c'est évidemment que nous pouvons en profiter et que nous pouvons en être les bénéficiaires. Vaincre la stérilité, vaincre les maladies graves, désespérantes, les éradiquer, eh bien, c'est aussi une responsabilité de la science. Hein, la responsabilité. Alors la question, c'est est-ce que ceux qui vont être sacrifiés aujourd'hui, ils vont être sacrifiés utilement au bonheur des générations futures, par exemple. Ceux qui vont faire les frais des expérimentations nouvelles en matière de cancer, en matière de stérilité, là où ça échoue pour les uns, ça réussira pour les autres. Vous avez ici une solidarité un peu tragique, mais qui existe. Alors, ce que je voudrais évidemment, en tant que philosophe, que vous n'êtes pas obligé de partager, je voudrais montrer en quoi le danger, c'est qu'il y ait un conflit total entre deux extrémismes. Mon but serait évidemment de surmonter un conflit entre deux extrémités. Et ce conflit existe. Ce conflit existe face aux sciences. Très sincèrement, il existe aussi face au droit. Mais bon, ici, il n'est pas question de droit. Mais nous sommes divisés entre deux extrémismes. Alors, c'est ces deux extrémismes que je voudrais vous décrire, prendre en compte, et pour voir comment, puisque là, nous serons seuls. Nous serons seuls, comment on peut envisager de surmonter ces difficultés. Alors, ces deux extrémismes, je les appelle, si vous le voulez bien, l'extrémisme du meilleur et l'extrémisme du bien. Oui. Alors, et je voudrais vous donner quelles sont les arrière-pensées philosophiques des adeptes du meilleur et des adeptes du bien. Parce qu'il y a ceux qui sont le meilleur contre le bien et ceux qui sont le bien contre le meilleur. C'est pour ça que c'est compliqué. D'accord ? Il n'y a pas d'un côté les andouilles. Non. Non, non, c'est pas si simple. C'est beaucoup plus complexe, c'est pas beaucoup plus intéressant. Ah oui, on ne peut pas trop simplifier. Ceux qui sont les partisans du meilleur, les progressistes, si vous voulez, on peut les appeler les progressistes, aucune limite. Tout ce qui est possible est permis. Ça va ? Pour un progressiste radical, il n'y a pas de doctrine du bien. Il n'y a pas de vrai bien. Le seul vrai bien, c'est le meilleur. C'est clair. C'est d'améliorer. C'est d'aller plus loin. D'accord ? Donc, il n'y a pas de bien. Non, mais c'est important, ça. C'est important. Il n'y a pas de bien. Il n'y a que du meilleur. Un meilleur qui appellera un autre meilleur. Qui ne sera pas un bien par rapport à un meilleur supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement ? Ça veut dire que la nature humaine n'existe pas. Ça, c'est là. C'est là. Il n'y a pas de nature humaine, elle n'est que ce qu'elle se fait. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'accord ? Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Ce qui est humain, c'est tout ce que crée l'homme, et rien d'autre. Voilà. Et là, c'est un fondement philosophique. Voilà. Alors, il n'y a pas de sacré. Oh là là, il n'y a pas de sacré. D'accord ? Il n'y a même pas l'humain comme sacré. L'humain peut être dépassé par du surhumain. C'est ce que annoncent les technoprophètes, qui consiste à dire que l'homme est peut-être en train d'être dépassé parce qu'il a créé des machines tellement supérieures à lui. Supérieures en quoi ? Supérieures en quoi ? Les machines supérieures en quoi ? Réponse. Elles ne meurent pas. Elles ne meurent pas. Et elles sont infaillibles. Elles ne se trompent pas. Donc, l'homme, il n'a qu'à quitter la place et laisser faire ces machines qui vont créer des machines. Vous avez déjà observé, quand vous avez un appareil télévisé à réparer, on ne vous le répare pas, on vous le change. Eh bien là, c'est la même mentalité. On ne va pas vous réparer, on va vous changer. C'est ça, les techno... Je le dis évidemment sous forme humoristique, bien sûr. Mais en gros, c'est ça. Il est mort, il n'y a qu'à prendre le clone.
Voilà, oui, non, mais j'essaie de vous faire comprendre, vous voyez, que cette mentalité de bah, on n'arrête pas le problème, c'est effectivement on ne l'arrête pas. Ce n'est plus réparé, ce n'est plus. Mais c'est pour vous faire sentir cette philosophie qui est derrière. D'accord? C'est que de toute façon, on va faire mieux. D'accord? Alors, celui qui a été responsable du décryptage du génome humain écrivait par exemple: nous abordons une époque fabuleuse où les gènes proposeront et les hommes disposeront. Pour les dames qui auront envie d'avoir un bébé comme ci, comme ça, c'est bien. Hein? Et un autre philosophe dit: on aura bientôt un corps sur mesure, méthodiquement combiné. Vous imaginez un jour où on pourrait aller à Monoprix, se choisir des yeux, un ventre, de nouvelles cuisses, et se refaire. Voilà, c'est ça, on ne répare pas, on change. D'accord? Voilà, technoprophète. C'est-à-dire que notre sort, le sort de notre corps, il est dénaturé complètement jusqu'à être technologisé. Non, mais c'est intéressant quand même, hein, même si c'est un peu futuriste. Alors évidemment, vous comprenez qu'en face de cette perspective, toujours mieux, toujours plus, c'est François de Closet qui avait fait un livre là-dessus. Oui, je voudrais faire une toute petite parenthèse, parce que philosophiquement, on parle de risque d'eugénisme. Cela dit, le risque n'est plus là. La même personne qui faisait le décryptage du génome humain a dit que l'eugénisme demain, ce serait comme la vaccination aujourd'hui. Il faudrait que je vous retrouve la page. 280. Non mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que c'est dans la tête que ça se passe tout ça. Hein, c'est dans la tête que ça se passe. Effectivement, ce sera. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on parle d'eugénisme, on pense évidemment au totalitarisme, on pense à la violence avec laquelle des êtres humains ont été décimés, torturés, abîmés, annihilés. Mais on ne pense pas à un autre eugénisme, beaucoup plus subtil. C'est la banalisation du meilleur au jour le jour. Petit à petit, effectivement, on entend par progrès, si vous voulez, ce qui va nous apporter tout fait, le désir, le fantasme. C'est ça qu'on peut craindre. C'est la banalisation, si vous voulez, d'un progressisme technologique à portée de la main. Je suis une femme, j'attends un bébé, j'apprends qu'il a telle maladie. Bon, ben docteur, vous intervenez là, vous nous faites un petit quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est cet eugénisme-là, parce qu'il est bien pensant, il est bienveillant et il est quotidien. C'est plutôt cela qui est à craindre aujourd'hui. C'est ça que je voulais effectivement vous dire. Ce n'est pas la violence, c'est la banalité finalement d'un progressisme toujours assisté. Le fait d'avoir un corps toujours assisté. Et puis c'est vrai tentant, parce que bon, il y a celle qui attend un bébé, puis il y a celle qui vieillit, qui voudrait bien que ça se renverse. Donc il voudrait bien des substances, des trucs, des machins, enfin, voilà, bref, un corps toujours assisté. Donc alors évidemment, contre cette lancée vers l'inconnu, vers le possible, vers le méliorable, l'infiniment méliorable, il y a des détracteurs. Et à l'éthique du meilleur, ils opposent une éthique du bien. Du bien. Il existe un bien absolu, un sanctuaire du bien. Et ce sanctuaire du bien doit servir de limite absolue. Et quelle est cette limite absolue? La vie. La vie. Le fait d'être né, le fait d'être là. La vie est un bien suprême qui échappe à notre volonté. Philosophiquement, c'est important. La vie est un bien, c'est un don, voilà, c'est le mieux. C'est comme une émergence, comme l'avènement d'un nom. Vous savez, un médecin pédiatre disait, jadis les femmes, quand elles accouchaient, elles disaient c'est une fille ou un garçon. Maintenant, quand elles accouchent, elles disent elle est normale ou pas normale. Le souci s'est déplacé. Voilà. Et nous ne vivons plus le fait qu'un bébé naisse comme un don, comme un miracle de l'être, si je peux dire ça d'une façon aussi poétique, comme un miracle de l'être. Nous le vivons comme une production, tellement notre esprit est associé, si vous voulez, à la fabrication. Et à partir de ce moment-là,
si la vie est un bien absolu qui doit être absolument protégé, eh bien, un autre devoir, une autre responsabilité s'impose, la responsabilité de laisser être. De laisser être, de foutre la paix, quoi. De ne plus toucher. Arrêter la performance, quoi. Et alors, cette philosophie a des pratiques que vous n'ignorez pas, que, par exemple, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, lorsqu'on leur parle de soins palliatifs, ça veut dire on arrête le meilleur, on arrête de tirer de ce monsieur qui a 90 ans l'espérance qu'il va retrouver la capacité de faire les Jeux Olympiques, on arrête de penser ça, on arrête de l'améliorer, on va le respecter. C'est là que vous avez cette éthique, si vous voulez, de la vulnérabilité. D'accord ? Au lieu d'en faire un objet de performance, on va dire il est bien là comme il est, et on va aider son être à être. C'est un petit peu difficile, c'est de la philosophie, donc être, ça s'appelle l'ontologie, si vous voulez, mais vous avez compris, on ne va pas changer, on va préserver, respecter, et on va le faire être le mieux possible dans ce qu'il est. Voilà. Eh bien, c'est ça qui a donné lieu, par exemple, à certaines philosophies donc de respect de la vulnérabilité. La vulnérabilité, on ne va pas la traiter comme une faiblesse, on va la traiter comme une manière humaine d'exister. D'accord ? Ce n'est pas une faiblesse au sens où seul l'effort mériterait d'exister. Non. Ça veut dire la vulnérabilité, c'est une manière d'être, comme une autre. La fragilité, ça se respecte. Vous voyez ? C'est une manière d'être, c'est une leçon de vie. Le problème puisque chaque thèse a des conséquences, je veux être aussi objective, enfin essayer de l'être avec la théorie du bien. Le problème de l'extrémisme du bien, puisque ce sont des extrémismes que j'oppose, c'est évidemment de finir par préférer la vie à l'humanité elle-même. C'est-à-dire que c'est de penser que l'homme n'est que coupable. L'inventivité humaine, la science humaine, la volonté humaine n'est que mauvaise. Si vous écoutez certaines émissions, l'émission Animaux, sur je ne sais plus quelle chaîne, si vous avez une box, il y a une émission qui s'appelle Animaux. Écoutez simplement l'esprit ou l'idéologie dans laquelle c'est donné. C'est tout à fait ça. C'est qu'est-ce que l'animal est bien ? À côté de l'homme, qu'est-ce que l'animal est bien ? Ah, mais c'est cette philosophie. L'animal, lui, il est pur. Lui, l'animal, il est sain. Lui, il n'est pas pervers. Il n'est pas pervers comme l'homme. Donc vous avez cette philosophie, non mais vraiment une philosophie anti-humaniste qui peut atteindre des formes assez graves, si vous voulez. Par humour, je vous cite ce cas parce que ça m'avait tellement paru spontané. Je faisais une conférence un jour en Tunisie. Je ne sais plus sur quoi c'était. Et puis, il y a un monsieur dans l'assistance qui lève le doigt et qui me dit « Mais vous, les Occidentaux, vous avez inventé la bombe atomique, vous avez inventé la pollution, vous avez inventé la vache folle, mais vous êtes le mal absolu. » Voilà. Vous avez évidemment, ça peut donner ça. Ça peut donner ça, une haine de soi, à la limite de l'humanité, si vous voulez. Vous voyez, ça peut aller dans ce sens-là. Hein. Et puis, l'extrémisme du bien, ça peut redonner une espèce un sacré un peu terrible. Enfin, au nom, il y a quelques mois ou une année, on avait, je crois que ça se passait au Brésil, une petite fille avait été violée par, je ne sais plus si c'est son frère ou je ne sais quoi, et les autorités religieuses avaient interdit qu'elle avorte. Au nom du bien de la vie, au nom de la vie comme bien absolu. Vous voyez, c'est pour vous montrer, voilà, j'aime bien montrer que la philosophie, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a que des problèmes. Et c'est quand on est entre deux problèmes qu'on est bien, parce que là, on peut commencer à réfléchir. Voilà. Alors, ça va, j'ai encore un petit quart d'heure. Vous n'êtes pas encore mort. Je voudrais, avant d'arriver à la conclusion, je voudrais vous donner deux conséquences de cet extrémisme du meilleur d'un côté et de cet extrémisme du bien de l'autre.
deux conséquences, parce que ça fait vraiment partie de la génération des jeunes gens qui sont là, et c'est eux qui vont avoir à apprendre cela, n'est-ce pas? Alors, bon, le premier aspect, c'est évidemment, vous l'avez compris, les post-humains, cette idée que le robot va devenir supérieur à l'homme et le maître de l'homme. C'est ça. C'est qu'au fond, les hommes ne sont plus que les fabricants de robots. J'en ai parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'homme bionique. Et en revanche, je voudrais vous parler de l'autre côté, de l'autre aspect. Voilà, je vous donne une citation. Rien ne prouve que l'homme soit plus important qu'un papillon ou qu'une vache. C'est une citation d'Isaac Singer, prix Nobel de littérature. Alors là, vous avez compris qu'évidemment, vous étiez dans l'autre côté, c'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui a inventé cet extrémisme scientifique, c'est celui qui a inventé la destruction de la nature, enfin, etc. Et par conséquent, ceux-là, ils vont mettre au-dessus de l'homme. Alors vous avez compris que dans le premier cas, il y a un post-humanisme qui consiste à dire que les robots sont aussi respectables que les êtres humains. Et là, ce dont je vous parle, c'est le courant qui veut donner des droits aux animaux contre l'homme. D'accord? Alors, je voudrais m'expliquer, je n'ai pas envie de me faire casser la figure à la sortie. Il ne s'agit pas de soutenir que l'animal est un être que l'on peut faire souffrir comme on veut, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Ça, c'est inique, abject, scandaleux. Ce que je veux dire, c'est que celui qui va s'empêcher de faire ça, c'est l'homme. C'est à l'homme de respecter l'animal. Mais la thèse dont je voudrais vous parler, elle est autre. Elle consiste à dire que c'est l'animal qui doit imposer ça à l'homme. Parce que l'animal a des droits qui sont concurrents de ceux. Alors, je voudrais vous lire une citation, évidemment, je ne vais pas la retrouver. Si vous voulez, vous savez qu'aujourd'hui, on peut être coupable de racisme. D'accord, hein, lorsque l'on profère des paroles qui discréditent l'homme d'une autre race, on peut être... Eh bien, Peter Singer, celui qui est le chef du mouvement de libération des animaux, a inventé l'antispécisme. C'est-à-dire que lorsqu'on juge l'animal inférieur à l'homme, on est raciste à l'égard de l'animal. Alors moi, ça me paraît un extrémisme, mais peut-être pas vous, mais bon, moi je suis encore un classique. Hein, il a une citation qui m'effraie, et celle-là, je voudrais vous la dire. J'aurais voulu vous la dire. Voilà. Tous les êtres humains, et eux seulement, doivent-ils être protégés par le droit, alors même, écoutez cela, que certains animaux non humains leur sont supérieurs en intelligence et ont des vies émotionnelles plus intenses. Donc certains animaux valent mieux que certains humains. Voilà. D'accord. Ça, c'est votre génération, c'est votre problème. Je vous le donne en cadeau. Alors voilà, vous avez vu évidemment que les choses bougent, et que évidemment l'humanisme lui-même, on ne sait plus trop ce que c'est, on ne sait plus trop quoi en faire, on ne sait plus trop où le situer. Donc vous êtes dans un monde, cela dit, un monde formidable, parce qu'au moins il n'est pas conformiste. Ça, vous risquez pas de tomber dans le conformisme dans la mesure où vous êtes une génération où il faut inventer des concepts pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc au moins, il y a un appel à une dynamique. Vous êtes dans une période difficile à vivre parce qu'elle est économiquement pas gaie, mais intellectuellement et culturellement passionnante, vraiment passionnante. Parce qu'on a besoin des gens, si vous voulez. La culture, ce n'est pas de répéter ce qu'ont dit les autres. La culture, c'est de s'atteler à créer du concept. Et c'est précisément l'homme qui dit cela, qui est donc Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand et qui a écrit donc la Société du risque. Et c'est sa thèse dont je voudrais vous parler maintenant pour terminer cet itinéraire de réflexion et ouvrir évidemment à une solution en lien avec la citoyenneté, puisque c'est ce qu'on va demander. Hein. La thèse d'Ulrich Beck est originale. Je vous ai tout à l'heure j'ai rappelé pour mémoire plusieurs théories de la science. Hein. La science comme ce qui éclaire, la science comme ce qui connaît définitivement, la science comme ce qui, si vous voulez, met en cause, comme système d'hypothèse. Là, il en donne une autre, il dit voilà, à l'âge de tous les risques, à l'âge où la science elle-même est devenue un risque parmi les risques,
eh bien la science doit être conçue comme un produit social. Et ça, c'est une thèse tout à fait originale. Alors, quand je dis qu'elle est originale, ça ne veut pas dire que vous devez la partager. Hein. Faites bien la différence. Le philosophe vous donne des concepts, ce sont des outils. D'accord? Il ne vous demande pas d'adhérer. Ça, c'est votre vie privée. Hein, d'accord, votre sentimentalité, vous la gardez. Vous avez le droit d'aimer un tel et détester un tel. D'accord. Il n'empêche que vous aimiez ou non Ulrich Beck, l'idée que la science est un produit social est une idée qui fait partie, si vous voulez, de votre bagage culturel. Quoi. Voilà, hein. Alors, quand vous avez une idée, vous en avez deux, puisque vous avez l'idée et son contraire. D'accord. Vous dites, bah, lui, il dit ça, mais on peut aussi dire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est socialement que la science doit être maintenant responsabilisée. Voilà. Socialement responsabilisée, et surtout que la science, et ça c'est vraiment très intéressant, je crois, a besoin d'une nouvelle légitimité. Une nouvelle légitimité qui sera une légitimité publique. Tout à fait nouveau, ça. Jusqu'ici, les scientifiques ils attirent toujours leur légitimité des colloques et des publications scientifiques qu'ils font, des brevets, c'est-à-dire de la reconnaissance de leurs pairs. Ce sont des savants qui jugent des savants. Ce que nous dit Beck, c'est maintenant ça va changer. Alors je ne dis pas qu'il a raison, hein, il y a des gens qui le prennent pour un fou. Bon. Maintenant ça va changer. La légitimité dont nous avons besoin, c'est une légitimité autocritique. C'est-à-dire que le génie de la science, comme de la société, maintenant nous allons entrer dans une modernité réflexive, dit-il. La modernité qui avait foi dans un progressisme illimité, où on allait sans arrêt améliorer, c'est fini. Le progrès maintenant va venir de l'autocritique de la science et de l'autocritique des savants et de l'autocritique des individus responsables dans la société. Et cela, ce n'est pas détruire la modernité, ce qui serait l'extrémisme du bien, non, d'accord ? C'est au contraire la régénérer, c'est-à-dire garder les idéaux de la modernité, émancipation, liberté, assistance sociale, entraide, humanité, solidarité, mais évidemment, il faut le faire avec des tas de contre-pouvoirs, et c'est ça qui est nouveau. Voilà les contre-pouvoirs qu'il est. Ça peut vous donner des idées, hein, vraiment, je crois. Hein. Il voit deux contre-pouvoirs. D'abord, le contre-pouvoir des experts eux-mêmes, et deuxièmement, le contre-pouvoir des citoyens. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Hein. Alors, j'explique un tout petit peu. Il y a aujourd'hui, dit-il, alors on va tous être d'accord, un besoin urgent de moralisation de la production industrielle. Je crois que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Le seul problème, c'est de savoir comment moraliser la production industrielle. Si un philosophe vient en disant, vous savez, monsieur, c'est pas très gentil ce que vous faites avec des tanks comme ça, c'est les drones, c'est pas chic, etc. Pour les... Le type, il va rigoler, quoi. Donc, comment moraliser? Alors, il trouve une solution, il dit, voilà, c'est à l'intérieur de chaque discipline que vont s'instaurer des contre-pouvoirs. Et puis, c'est à l'intérieur, alors ça, c'est ce que fait la science habituellement. Quand un médecin propose une thèse, un autre médecin peut poser une contre-thèse. Ça, c'est déjà le fonctionnement habituel de la science, à savoir que la contestation, la compétition, au sens noble de compétition, de stimulation intellectuelle, hein, se fait. Mais là, ça va aller plus loin. Il dit, ça va aussi être comment dit-on, interdisciplinaire. À savoir qu'il faut que tous ceux, soit qui créent de la science, soit qui l'appliquent, soit qui la diffusent, soit qui en explorent les conséquences, eh bien, tous ces gens-là s'organisent comme groupes d'intérêt, des hobbies si vous voulez, et que ces groupes d'intérêt soient les uns pour les autres des contre-pouvoirs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À savoir qu'on peut imaginer que les pharmaciens puissent être... l'intérêt des pharmaciens puisse être contrebalancé par un groupe de consommateurs, ça commence à se faire, hein, par un groupe de consommateurs qui ont expérimenté dans les hôpitaux l'application de tels médicaments. Ça commence à se faire, d'accord ? Voilà, hein, voilà, c'est au fond des contre-pouvoirs qui sont des contre-expertises. Ce qui est nouveau, c'est que cette contre-expertise se fait par les acteurs eux-mêmes. D'accord ? Alors voilà ce qu'il dit. Il dit la contre-expertise, la pratique professionnelle alternative, les conflits interprofessionnels, les pharmaciens et les médecins se combattant les uns les autres, et entreprises sur les risques causés par leurs propres solutions, etc. Et il dit
Voilà, si la médecine s'élève contre la médecine, la physique nucléaire contre la physique nucléaire, la génétique humaine contre la génétique humaine, la technique de formation contre la technique de l'information, eh bien c'est à cette condition que l'on peut prévoir et estimer quel avenir se prépare. Là, voilà, c'est clair, cette phrase, elle est tout à fait claire. Hein, c'est mettre en compétition les... Et il va très loin puisqu'il dit les syndicats maintenant dans les entreprises, les syndicats ne devraient plus simplement être des syndicats d'intérêt professionnel, c'est-à-dire sur le salaire, sur la sécurité sociale, mais des syndicats de supervision de l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui mettent en œuvre les techniques de production, les techniques d'invention, devraient pouvoir exprimer directement et publiquement les dangers qu'ils perçoivent. En d'autres termes, vous voyez ce que je veux dire, les utilisateurs pourraient eux-mêmes faire entrer en jeu, être un groupe que l'on écoute et faire entrer en jeu donc les dangers eux-mêmes qu'ils perçoivent. Et alors, la critique des citoyens eux-mêmes, alors ça c'est l'idée qui séduit beaucoup de gens mais qui en laisse beaucoup sceptiques, hein, la contre-expertise des citoyens. La contre-expertise des citoyens, ça signifie évidemment que les citoyens que nous sommes, les citoyens que nous sommes, qui évidemment n'avons pas de diplôme en aérospatial, qui n'avons pas de diplôme en génie génétique, nous sommes tout de même placés pour critiquer. Critiquer, alors critiquer, ça ne veut pas dire démolir. Critiquer, c'est demander qu'on fasse autre chose. Vous voyez, c'est faire appel à d'autres ressources. C'est demander qu'on change d'aiguillage. La critique, ce n'est pas simplement la démolition. La critique, c'est un ressourcement. Cette voie n'est pas bonne, prenez-en une autre. Vous voyez, c'est ça la critique. Quand un professeur vous critique, c'est ça qu'il veut dire. Là, la méthode que vous avez employée, elle n'est pas terrible. Allez chercher en vous-même une autre. La critique, c'est ça. Et effectivement, dans des groupes... Alors, pour qu'il puisse y avoir, et c'est là que je compléterai la thèse de Beck, pour qu'il puisse y avoir des citoyens qui, effectivement, alors vous allez me dire, dans les blogs, ça se fait. Oui, ça se fait dans les blogs. Des citoyens qui soient des contre-experts. Il me semble qu'il faut un nouveau type de citoyenneté, mais très faisable. Très faisable. Ce type de citoyenneté, ce serait à mes yeux, la responsabilité du chercheur aujourd'hui, qui consiste à faire de son savoir, non pas simplement un savoir de technicien, non pas simplement un savoir de spécialiste, un savoir de pointe, mais ce que j'appelle un bien public. Un bien public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout savoir scientifique, tout savoir médical, tout savoir technique n'est pas simplement la propriété des chercheurs. Ce n'est pas simplement la propriété ou le patrimoine. Il faut renoncer à une conception patrimoniale de la culture. Une culture, ce n'est pas un bien privé. Ce n'est même pas un bien d'un groupe. D'accord? Une culture, c'est très exactement ce qu'on peut partager avec les autres. Et de ce point de vue-là, il est, à mon avis, absolument important. Il y en a et c'est dur à faire pour les sciences dures, ça il faut reconnaître. C'est extrêmement difficile à faire pour les sciences dures, mais c'est absolument nécessaire qu'il y ait des, j'aime pas le mot, des démocratisateurs. J'aime pas le mot vulgarisateur parce que tout le monde entend vulgaire. Mais, si vous voulez, c'est démocratisateur, alors pas au sens... Gnangnan non plus, je veux dire, au sens où tout le monde a le droit de dire son mot, ça n'a pas de sens. Non, il s'agit véritablement de faire en sorte que notre intelligence soit éclairée par la connaissance de ce qui se fait, tout simplement, de ce qui est en train de se faire. Quelle est l'activité du chercheur? Sur quoi cherche-t-il? Pourquoi cherche-t-il? Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Or, tout le monde est capable de comprendre cela, pourvu que ce soit dit dans un vocabulaire, évidemment, transparent. Alors, autant la transparence est empoisonnante quand il s'agit d'aller dans la vie privée des gens et de savoir quels sont leurs petits soucis, autant la transparence est une vertu publique lorsqu'il s'agit de savoir dire à plusieurs, sur plusieurs tons, dans plusieurs langages, ce qui se fait. Alors ça, je crois vraiment que c'est extrêmement important que les citoyens soient de vrais citoyens, pas simplement des citoyens d'un vote, mais des citoyens de ce qui se fait dans la culture, des citoyens culturels au sens fort. Et je pense que les universités devraient et doivent être des véhicules. Mais j'ai bon espoir, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants de philo dans les facs.
Ils font tous du commerce, les étudiants. Hein, ouais. Mais alors, en revanche, dans les lieux publics, il y a de plus en plus de spectateurs. Je fonctionne au Mardi de la philosophie, qui est une entreprise privée de philosophie. L'entreprise privée de philosophie, déjà. D'accord? Il y a 350 personnes. 350 personnes qui viennent écouter soit ce que c'est qu'une religion, soit ce que c'est qu'une éthique, soit ce que c'est qu'une science. Vous voyez, il y a une demande publique qui montre bien que cette quête de citoyenneté, non pas simplement j'ai un vote, je le mets une fois tous les 4 ans, hein, mais une demande de citoyenneté par la parole, par la participation, par le fait de comprendre. Si bien qu'on revient finalement à l'idéal des Lumières, par quoi j'ai commencé. Nous ne voulons pas simplement être un peuple, nous voulons aussi être un public. Hein, un public parce que, qui peut parler de la science, de sciences humaines, sciences dures, etc., comme d'un patrimoine public qui nous appartient à tous et qui nous emmène tous dans un destin dont on ne sait pas où il va. Je vous remercie de votre attention.